L'Ukraine a bombardé Moscou la nuit dernière, lors de l'une des plus grandes attaques de drones depuis le début de la guerre. Et vous disiez que vous aviez quelques chiffres pour moi. Oui, j'ai entendu dire que tu savais ce qui s'était passé. Moi, je l'ai appris via Al Jazeera. J'ai entendu dire que l'Ukraine avait utilisé 1 millier de drones contre la Russie. Alors, si on remonte d'environ 1 an, il y avait beaucoup de discussions sur la façon dont la Russie développait la capacité de tirer 1000 drones sur l'Ukraine. Et je crois que cette discussion portait sur l'idée qu'il pourrait le faire chaque jour, ou presque. Mais là, c'est l'Ukraine qui tire 1000 drones sur la Russie. Et ça fait suite à d'autres attaques ukrainiennes contre la Russie, où l'Ukraine en avait déjà lancé des centaines. Regardez ça, c'est Moscou. Moscou, hein? Ouais, c'est... Tu vois maintenant, est-ce que ça change vraiment quelque chose? On ne sait pas. Mais même en regardant ça, tu vois, c'est un tir réussi sur un drone. Mais si je vivais à Moscou, je me dirais, mince, j'aurais pu être juste en dessous. C'est quoi ce délire? Ouais, mes enfants auraient pu être à l'entraînement de basket là-bas, ou à ce qu'ils font à Moscou, je sais pas, du hockey ou autre chose, tu vois ce que je veux dire. Mais enfin, c'est spectaculaire. Regarde ça, c'est une raffinerie de pétrole en feu. Regarde, ça explose dans les airs. Regarde-moi ça. Ouais, c'est incroyable. Et ça a été vu combien de fois sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, hein? C'est spectaculaire. Oui, le côté dramatique, le spectacle. Et là, c'est un immeuble d'habitation, pas seulement les raffineries de pétrole. Ils ont aussi frappé des zones civiles. D'accord. Alors, comme on le sait, ça n'aura probablement pas d'effet sur les Russes. Ça peut rendre certaines personnes un peu plus prudentes, plus nerveuses, oui. Mais dans l'ensemble, les frappes aériennes ne changent pas vraiment l'opinion des populations qui sont visées. Au contraire, ça met plutôt la pression sur le gouvernement pour qu'il mette fin à la guerre plus vite. Dans ce sens-là, une grande partie de la pression sur Vladimir Poutine, c'est justement pourquoi cette guerre continue-t-elle encore? Eh bien, parce qu'on en fait déjà assez. Qu'est-ce qui va finir par faire craquer Poutine, selon vous? Je suis curieux. Voilà Lavrov. Vous savez, j'ai cherché un commentaire de Poutine, mais je n'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a un maintenant, mais au moment de l'émission, il n'y en avait pas. Alors, laissez-moi vous montrer ce que dit Lavrov. Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад... Il a annoncé il y a quelque temps, après une autre attaque terroriste à Kiev, que nous allions désormais mener régulièrement des frappes massives en groupe dont dépend directement la capacité de combat des forces armées ukrainiennes. C'est une mission fixée par le commandant suprême. Nos forces armées l'exécutent et continueront de le faire. Это задача, поставленная Верховным Главнокомандующим. Наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять. Tu sais, Matt, des mots forts et mesurés. Mais on a quand même l'impression que pour eux, c'est toujours le même scénario qui se répète. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de réaction. Je veux dire, on n'est pas vraiment sûr de l'efficacité de ces frappes, si elles touchent vraiment la Russie sur le plan industriel et économique. Vous savez, ces dernières années, on a vu passer des rapports disant que les raffineries russes étaient à 70% à l'arrêt, ou peu importe les chiffres. Et puis quelques mois plus tard, on voit une correction, et là on apprend que c'est en fait seulement 3 ou 4%. On a aussi vu, avant le mois de mai dernier, des rapports affirmant que ces drones bloquaient les exportations russes. Et puis en mai, on découvre que la Russie a exporté plus de pétrole en termes de revenus qu'à n'importe quel moment au cours des 4 dernières années et demie. Donc, en réalité, on n'en sait rien. Ce que je comprends, c'est que tout ça, visuellement, ça en jette. Oui, exactement. Mais c'est bien là tout le problème. Les images.
Les images sont incroyables, mais en réalité, c'est juste un réservoir et ils sont faciles à remplacer. Donc la perte réelle n'est pas si importante. Là où ça compte vraiment, bien sûr, c'est d'abord que ça met la pression sur le gouvernement russe. Mais d'une mauvaise manière. Pas pour le pousser à capituler, pas pour faire la paix, pas pour négocier, mais pour gagner la guerre. L'autre aspect, c'est qu'on espère aussi que ça a un impact sur l'économie russe et sur son industrie. Mais de l'autre côté, ça apporte un vrai soutien au peuple ukrainien. En gros, on leur montre qu'on leur rend coup pour coup. Et je pense que, pour les Ukrainiens, le plus important dans tout ça, c'est que ça leur donne de la motivation, de l'inspiration. C'est aussi fait pour renforcer le soutien européen, autant que le soutien américain. L'idée, c'est de dire « Regardez ces Ukrainiens, regardez-les se battre ». Je suis sûr que Kaja Kallas a envoyé ça à tout le monde dans son répertoire. Ah oui, bien sûr, exactement. La presse favorable à l'Ukraine a été incroyable. Oui, tout à fait. Et donc, comme on le voit ici, aux États-Unis, il y a eu une pétition de décharge réussie à la Chambre des représentants pour l'aide à l'Ukraine. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une pétition de décharge, quand le président de la Chambre des représentants ne veut pas qu'un projet de loi soit présenté au vote, c'est lui qui décide de ce qui arrive ou non sur le bureau de la Chambre. Mais les membres de la Chambre peuvent déposer une pétition de décharge et avec une simple majorité, ils peuvent obliger le président à soumettre le projet de loi au vote. C'est ce qui s'est passé avec, c'est ce que Ro Khanna et Thomas Massie ont fait avec les dossiers Epstein. D'accord. Donc, une pétition de décharge a effectivement été lancée pour l'aide à l'Ukraine et elle est passée. Maintenant, je ne crois pas que ce projet de loi soit encore arrivé au vote à la Chambre. Et c'était un texte assez mineur, d'environ 1,7 milliard, si je me souviens bien, autour d'1,5 milliard. Donc, ce n'était pas un gros projet de loi. Mais en ce moment, il y a un texte au Congrès pour 17 milliards de dollars d'aide. Il passera probablement et il sera sans doute ensuite mis en veto par le président. Mais, si on lit la presse européenne cette semaine, avant le G7, l'Ukraine devait être le grand sujet. Tout a été bouleversé par ce protocole d'accord. Mais c'est là que les Européens pensaient que les Américains allaient commencer à faire des concessions. Et Trump a effectivement dit quelque chose qui ont donné un peu d'optimisme aux Européens. Il n'a pas fermé la porte, non? Il devait d'ailleurs rencontrer Zelensky. Je n'ai rien vu à ce sujet. Il a dit qu'ils avaient eu une bonne conversation. Oui. Et lui, tu vois, il a été plus critique envers la Russie cette fois. Il a décrit les Russes comme étant à l'offensive ou quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, le ton, pour moi, c'était clair. Il met maintenant la responsabilité sur les Russes. C'est leur guerre. Ce sont eux qui l'ont commencé, ce genre de message. Alors, est-ce que Donald Trump, sans forcément revenir là-dessus, va être plus ouvert à cette idée? Est-ce que c'est un sujet sur lequel il ne va pas se battre? On verra bien. Mais en tout cas, pour les Ukrainiens et pour les Européens, on peut dire qu'ils voient enfin une lueur au bout du tunnel. Ils pensent, eh bien, le Parti démocrate aux États-Unis va tout faire pour ne pas gagner en novembre. C'est incroyable. Oui, vraiment. C'est incroyable. Franchement, c'est juste incroyable. Mais tu vois, ce chien Ursus pourrait se présenter au Congrès et il devrait pouvoir battre les républicains. Mais les démocrates, eux, trouveront quand même un moyen de ne pas y arriver. Et je crois que l'idée, c'est que, en 2028, si les démocrates reprennent la Maison-Blanche, les États-Unis reviendront dans la guerre. Et regarde, 2028, janvier 2029, c'est dans à peine 2 ans et demi. Oui, on s'en approche. Je pense que ce genre de vidéos nous ramène tous dans le jeu. Ces attaques spectaculaires, ou encore, il y a quelques semaines, ces nuages de fumée noire au-dessus du Forum économique de Saint-Pétersbourg, c'est un moyen de remonter le moral.
c'est ce type de propagande, cette guerre de l'information, sur laquelle les Ukrainiens et les Européens comptent pour poursuivre la guerre, pour maintenir le soutien à la guerre en Occident, et à terme, pour justifier un retour des États-Unis dans le conflit. Peut-être pas avec le prochain Congrès, ce que je trouve peu probable, même si Trump semble un peu plus souple, mais très probablement avec un président démocrate en janvier 2029. Ça va être fascinant, quoi qu'il arrive, non? Il va y avoir pas mal de rebondissements, un peu dans tous les sens. Oui, et je ne vois vraiment aucune raison. Vous savez ce qui m'inquiète, c'est que l'escalade qu'on observe continue. Franchement, si je devais parler aux Russes, je leur dirais « Pourquoi vous laissez encore circuler les trains? Comment c'est possible que des approvisionnements arrivent encore en Ukraine? Pourquoi vous n'avez pas encore visé ces cibles-là? Je sais bien qu'ils en frappent, certaines, qu'il y a des choses qui sont touchées, mais globalement non. Enfin, pas que je veuille que ça arrive. Non, je vois ce que tu veux dire. Par simple curiosité, pourquoi tu ne l'as pas fait? Je comprends bien l'histoire de l'opération militaire spéciale et tout ça. Oui, Matt, c'est toujours la question que je me pose. Poutine, cette espèce de tiédeur qu'il a montré avec le temps. Je comprends, comme tu l'as dit, que c'est une opération militaire spéciale, mais enfin, il y a eu énormément de destruction qui aurait pu être évitée. Oui, j'ai eu quelqu'un qui m'a reproché de ne pas être assez favorable aux Russes ici et de ne pas être très critique sur la façon dont ils ont mené cette guerre et tout le reste. Et je ne crois pas à cette idée selon laquelle le fait qu'ils aient gagné un territoire de la taille de l'État de Rhode Island ces 12 derniers mois ferait partie d'un grand plan stratégique. Surtout quand l'objectif, c'est la conquête territoriale du Donbass. Je comprends l'usure, la guerre d'attrition, tout ça je le comprends. Mais quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que tu voudrais que les Russes fassent? Eh bien, je sais pas. Peut-être gagner la guerre. Ça fait 4 ans et demi maintenant, et c'est la pression qui pèse sur Poutine. Les Russes, tu vois, disent que la plupart des critiques à son égard ne viennent pas de ceux qui disent « Allez, finissons avec cette guerre, c'est une impasse, ça ne mène nulle part, c'est contre-productif, tu as fait passer ton message, mettons-y un terme. » Non, ce sont plutôt des gens qui disent « Il nous a fallu 4 ans pour vaincre les nazis, non? Et là, ça fait 4 ans et demi, et on est toujours dans le Donbass. » Ce n'est pas comme si on allait marcher sur Odessa la semaine prochaine, ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que d'un point de vue objectif, quand on regarde tout ça, toi et moi, on se gratte un peu la tête en se demandant comment se fait-il que les Russes n'aient pas réussi à rendre impossible le réapprovisionnement des Ukrainiens. Je veux dire, il y a des explications, bien sûr, et j'ai toujours compris que les Russes n'avaient aucun intérêt à aller plus à l'ouest que le Donbass. Ce n'est pas leur objectif, pas leur intention, pas leur plan. Vous voyez? Et je comprends d'autres choses aussi, mais bon, oui, enfin, une partie de tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est où tout ça peut mener. Vous savez, on partage cette idée, on continue d'escalader, on continue de pousser. Et il y a beaucoup de gens, à Kiev comme ailleurs, qui veulent voir les Russes réagir plus fortement, dans l'espoir que cette escalade entraîne inévitablement l'entrée des Européens dans la guerre, ce qui ensuite ferait entrer les Américains à leur tour. Voilà. Vous savez, à travers une sorte de mécanisme lié à l'article 5 de l'OTAN, qui bien sûr ne s'applique pas forcément, ou peut-être pas du tout. Mais clairement, je pense que c'est l'espoir de beaucoup. Je suis sûr que Kaja Kallas et Ursula von der Leyen vont se coucher le soir, ferment les yeux et pensent à ça, à ce genre de choses. Du style, comment on fait pour, vous voyez, comment on fait pour faire revenir les Américains?
Comment on fait pour que les Européens soient encore plus unis? Comment on transforme tout ça en quelque chose de plus grand? C'est compliqué, parce que les Européens ont fait de ça, enfin, comme disent les gars de Durand, le projet Ukraine. Ça a vraiment été un projet, oui, depuis des décennies. Donc, voilà. Je ne vois pas comment interpréter une telle indifférence autrement que comme tu viens de la décrire. Oui, c'est marrant. Je ne sais pas si tu as vu, mais le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, vient de la mettre sur liste noire, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah bon? Oui. Il l'a accusé d'avoir proféré une sorte de calomnie de sang contre Israël, tu vois. C'est juste, enfin je veux dire là, on revient à Israël rapidement. Avec cette forme de désespoir, cette réaction agressive, ils vont finir par s'en prendre même à certains de leurs meilleurs amis. Et Kallas, comme l'Union européenne d'ailleurs, ont été très favorables à Israël. Parfois, ils émettent un petit reproche, très modéré, mais dans l'ensemble, l'Union européenne a toujours été, disons, fiable pour Israël. Kallas en fait évidemment partie, non? Mais maintenant, je pense qu'avec leur désespoir, les Israéliens risquent de s'en prendre à tous ceux qui suggèrent quoi que ce soit d'autre qu'un soutien total. Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose, hein? Bon, écoutez, je veux inviter tout le monde à aller voir le Substack de Matt. Ça s'appelle Thoughts on War and Peace. Vous pouvez le trouver juste ici. Et Matt, tu proposes à la fois des vidéos et des textes. C'est bien ça? Tu fais un peu des deux? Un peu des deux. Et je suis assez actif sur Notes, qui est en gros la version de X sur Substack. J'y publie du contenu tous les jours. Et puis pour mes vrais envois par email, en général, j'en envoie un toutes les 2 semaines. Merci, mon ami. J'adore toujours t'avoir avec nous. Tes analyses sont toujours précieuses. On se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Absolument. Merci, Scott. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous.